Très bien. Bah, écoutez, merci d'être là cet après-midi. Pour cette réunion, donc rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin. En fait, cette nouvelle formule qu'on inaugure aujourd'hui même, donc ça, c'est aussi un petit peu un test auquel on procède aujourd'hui, à tout point de vue, pour la technique, pour le fonctionnement, l'animation, etc. Donc, c'est une formule qu'on a imaginée compte tenu, bien entendu, des circonstances très particulières que traverse le pays et qui se caractérise notamment par le fait que les gens sont confinés et sont souvent très isolés. Et au sein des collectivités, au travers de quelques échanges que j'avais pu avoir avec les différents responsables avec qui je suis en contact, eh bien, on avait pu confirmer ce premier diagnostic, celui d'un isolement, d'une perte un petit peu des réseaux, dans une période un peu difficile. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout de suite l'association des directeurs de communautés de France. Marie-Noëlle Anduru est avec nous, donc elle s'est déjà signalée là tout à l'heure. Elle représente l'association nationale des directeurs généraux de communautés de France. Et puis également les représentants du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales qui ont apporté leur appui, bien sûr, à cette initiative. Donc voilà, on s'est dit que il fallait trouver quelque chose qui soit finalement assez souple, si possible fluide, et surtout qui permette de donner la parole aux collègues pour qu'ils puissent échanger entre eux. J'insiste là-dessus, vous voyez, j'insiste là-dessus parce que ce que nous proposons finalement, nous, CNFPT, là, aujourd'hui, c'est pas vraiment une formation, ou c'est pas seulement une formation. C'est d'abord un temps d'échange, un temps qui permet d'échanger l'expérience, les informations. Alors, bien sûr, au terme de tout ça, avec les informations qui sont apportées, échangées par les uns et par les autres, ça sert aussi de formation, en tout cas de début de formation, et ça permettra d'approfondir un certain nombre de points. Mais avant tout, qu'on puisse, dans ce format, échanger. Et on a prévu tout de suite de prévoir finalement deux types de réunions. Une réunion qui est plutôt dirigée vers les équipes de direction, donc c'est par exemple celle de cet après-midi, au cours desquelles on va essayer d'entretenir régulièrement une information générale et un échange autour des questions de management général, stratégique, comme on dit quand on veut se payer de mots. Et évidemment, la situation soulève des tas de difficultés de ce point de vue-là. Et puis, un autre type de réunion avec des sujets plus variés, plus précis, plus techniques aussi, et qui sont destinés cette fois-ci à l'ensemble des professionnels des différents secteurs d'intervention des collectivités. Donc, on essaie de ce point de vue-là de couvrir assez largement ces différents secteurs, que ce soit les services fonctionnels, ressources humaines, finances, marchés, etc., ou que ce soit tous les services opérationnels dans les différents domaines et différents niveaux de collectivité. Je vais vous en donner tout à l'heure un aperçu au travers du programme qu'on a commencé à lancer. Donc, des réunions pour échanger, mais bien sûr avec la volonté de structurer un petit peu tout ça. Et pour cette formule des rendez-vous, nous avons prévu sur un format d'environ 2 heures, parfois un petit peu plus quand le sujet le justifie, mais finalement un format qui reste assez léger. Systématiquement, alors c'est pas le cas là maintenant pour celle-ci, mais ce sera le cas systématiquement après. Un premier temps pour un cadrage un petit peu synthétique du sujet, qui est à l'ordre du jour. Donc très concrètement, un expert va venir faire un exposé de cadrage et susciter un petit peu les problématiques, les questions qui se posent, puis un temps assez long d'échange. Donc, on est sur environ une demi-heure, sur un format de 2 heures, une demi-heure de propos introductifs, environ 1 heure et quart d'échange entre participants, y compris pour poser des questions, comparer les solutions que les collectivités peuvent être amenées à développer dans la période, ici et là, avoir un retour de l'expert. Et puis,
Voilà, on aurait à chaque fois donc un temps assez long pour échanger sur le sujet. Et en fin de réunion, troisième temps de la réunion, de manière là aussi assez systématique, des pistes d'approfondissement seront signalées par l'expert qui intervient sous la forme de dossiers documentaires qu'on va mettre en ligne ou sous la forme carrément de liens pour prolonger ce premier échange par une formation. Là, je parle cette fois-ci de formation de type webinaire, de type classe virtuelle, etc. Donc une formation à distance à laquelle les uns et les autres pourront s'inscrire s'ils veulent approfondir au-delà de ce premier échange. Voilà un petit peu la formule que nous avons imaginée. On est sur un rythme d'environ 3, 4, 5, 6 rendez-vous dans chaque semaine, mais évidemment, ça concerne des catégories de collègues diversifiés selon les métiers, selon les types de collectivités. Voilà, et donc, voilà avant tout ce que je voulais vous présenter comme introduction pour vous dire voilà ce que nous lançons et pour savoir aussi votre réaction par rapport à ce type de format. Je répète, hein, c'est pas vraiment de la formation, même si bien sûr il y a des éléments qui sont très proches ou des contenus qui vont transiter par ce format, mais votre réaction par rapport à cette idée de donner des lieux d'échange au travers de ces rendez-vous et de permettre aux uns et aux autres d'échanger sur leur expérience de la période. Et je vous invite à intervenir dès maintenant pour réagir déjà sur la formule elle-même, si vous voulez bien vous exprimer sur ce sujet. N'oubliez pas, vous pouvez vous signaler par le chat. Alors, je crois que Laurence Pouillot voudrait intervenir. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est le deuxième temps d'échange que j'ai avec vous puisque j'étais là ce matin et je trouve que c'était très intéressant et le fait de pouvoir échanger sur nos difficultés et les éléments de résolution que nous avons pu déjà apporter va nous aider les uns les autres. Très bien, je vous remercie de cette confirmation. Ce matin, la réunion a été proposée sur le thème du management à distance. Hein, évidemment, en période de crise comme celle que nous traversons, c'est un sujet d'une grande actualité. Donc voilà, et je vais tout à l'heure vous donner quelques exemples de thèmes que nous avons programmés pour les semaines à venir. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Je crois que Marion Sandrier voudrait intervenir. Il faut penser à brancher le micro. Oui, j'y ai pensé. Non, je trouve l'idée très bonne, surtout que c'est une première pour moi et c'était pas évident jusqu'à présent de communiquer avec d'autres personnes. Donc, je suis très contente de cette initiative. Merci. Est-ce que quelqu'un veut... Alors, Cécile Roussel, je crois, voudrait prendre la parole, si j'ai bien suivi. Oui. Oui, donc Cécile Roussel, je suis la directrice adjointe du centre de gestion de la Creuse et effectivement, nous aussi, on se félicite de cette initiative et effectivement, pour les sujets qui pourront nous concerner, s'agissant de nos compétences et de ce qu'on est capable de proposer, on pourra aussi, si c'était un besoin, se positionner sur certains sujets statutaires ou gestion du personnel ou management au niveau par exemple, du conseil en organisation. On a produit des notes aussi sur le management à distance avec des outils pratiques. Donc, je trouve ça toujours bien d'avoir une remontée de terrain, des DG, des besoins et de pouvoir comme ça, nous affiner nos outils et voir ce qu'on peut produire qui peut être utile pour les collègues DG ou secrétaires de mairie des collectivités. Donc, merci beaucoup en tout cas de cette initiative. Merci beaucoup. Merci Cécile. Et effectivement, j'en profite pour dire tout de suite que pour certains thèmes relatifs à la gestion des ressources humaines, nous serons amenés à travailler en lien étroit avec les centres de gestion. On a programmé, par exemple, pour la semaine prochaine, un rendez-vous qui concerne les positions statutaires et les problématiques de congés, de temps de travail, etc., dans la période.
et tout ça en coordination avec les centres de gestion. Et on aura Caroline Fritz du centre de gestion de la Haute-Vienne qui animera cette séance sur ces thèmes-là. Alors, c'est pas encore tombé sur les téléscripteurs parce que une des difficultés pour nous, c'est bien sûr de programmer dans cette période les thèmes avec des experts qualifiés, bon ça d'une part, mais ensuite de les faire, de les diffuser, de diffuser ces programmations assez tôt pour que vous puissiez en prendre connaissance, et puis surtout de demander aux collectivités de diffuser vers les intéressés cette information, parce que voilà, comme les gens sont pas au bureau, c'est parfois un peu difficile de faire arriver l'information jusqu'au destinataire. Et beaucoup de sujets concernent bien sûr les services opérationnels qui peuvent ne pas être joignables facilement. Hein. Donc voilà, on demande aussi de ce point de vue-là à l'ensemble des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des DRH, des services formation, de faire un effort pour essayer de relayer cette information en direction des gens potentiellement concernés. Est-ce que, Marie-Noëlle, tu veux dire un petit mot là-dessus, puisque l'association s'est tout de suite jointe à cette initiative, tu as accepté tout de suite, et peut-être si Hakim est par là, je ne sais pas s'il est là, il était inscrit en tout cas, pour ou quelqu'un du syndicat national des DG également. Oui, merci Thierry de me donner la parole. Simplement pour m'associer aux remerciements et puis à la bonne initiative que tu as eue de mettre en place ces conférences. Moi, je trouve qu'il est intéressant, c'est que c'est aussi le public qui va intervenir là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les communes, les communautés, parce que nous, on a un système WhatsApp, on communique beaucoup interco, mais on a des sujets très communs avec les communes forcément, et ça, je trouve que c'est bien dans la réactivité aussi, puisque tu dis que la semaine prochaine, il va y avoir sur les positions statutaires. Pour ça, je voyais Cécile, je me disais c'est bien que les centres de gestion soient associés, bonjour, parce qu'on a vraiment de réelles questions par rapport justement aux jours de RTT, aux congés. Alors, on échange beaucoup entre nous, mais on a aussi à un moment besoin un petit peu d'un regard extérieur et puis d'une expertise là-dessus, parce qu'on échange souvent nos pratiques ou nos interrogations, mais on manque souvent de réponses ou de solutions. Là, je sais que sur les intercos, je vois que Laurent est là. Nous, on s'interroge beaucoup sur les aides au développement économique en ce moment, comment on accompagne les entreprises, comment on conventionne avec la région. Le département arrive dans le circuit. Là, c'est les commandes de masques, je vois, qui interpellent beaucoup les collègues pour les masques à distribuer à la population. C'est vrai que les sujets sont divers. La reprise des écoles, je me dis que les communes, bien sûr, sont en première ligne, mais quelque part, les intercos aussi avec les accueils de loisirs. Donc, tout ça suppose des solutions concertées et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre tout ça en commun. Donc, voilà. La seule chose, c'est qu'évidemment, mais ça, tu le sais, Thierry, c'est que on essaie de se partager un peu entre toutes les sollicitations et bien souvent, on peut pas être partout et on doit faire des choix, mais l'intérêt, c'est ce que tu disais, si c'est pas le DGS, c'est le DGA, c'est le DRH, c'est bien pour ça de pouvoir peut-être mixer un petit peu les publics et les intervenants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, bien évidemment, s'associer la DGCF à l'initiative que tu avais lancée, bien sûr. Merci. Merci pour ce petit mot. Et effectivement, moi j'ai donné des consignes de très grande souplesse pour accepter les inscriptions, puisqu'on vous demande quand même de faire l'effort de vous inscrire à ces sessions, et c'est ce qui conditionne l'envoi ensuite du lien et du code de la réunion qui vous permet de la rejoindre. Mais on fera preuve d'une très grande souplesse parce qu'on a conscience que dans la période, il peut y avoir des tas de situations très diverses, d'intérim, etc., qui font que telle ou telle personne qui serait concernée ne peut pas participer, va demander à quelqu'un d'autre d'y aller, etc. Moi, je dis juste un petit mot, mais là, c'est un peu plus trivial, on va dire. J'avais à cœur de mettre en place avant le mois de mars et pour tout le semestre des journées d'actualité, puisqu'on a essayé d'amplifier fortement les journées d'actualité. Et je vois Laurent qui est là, effectivement, il venait de me confirmer un accord pour travailler sur une grande journée d'actualité qui était prévue début mai sur le service public. Et patatras, évidemment, nos journées d'actualité sont tombées à l'eau.
dans la période, le CNFPT ne fera rien en présentiel avant la rentrée maintenant. Donc les événements de type journée d'actualité. Alors je me suis dit, mais comment on peut remettre en place un format qui soit possible avec un effectif certes plus petit, mais en visio. Et donc c'est aussi pour compenser cette carence des journées d'actualité qui ont disparu que on a recréé ce format des rendez-vous de l'actualité. Je suis très content parce que ce matin, on avait 27 personnes inscrites. Cet après-midi, vous êtes entre 15 et 20, là, normalement. J'ai 16 inscrits en ce moment même qui participent à la réunion. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre ou certains sont empêchés, mais c'est pas mal pour un format qu'on a lancé il y a 2 jours. L'information est tombée sur vos téléscripteurs à partir de lundi, je crois. Donc, c'est très rapide. Et là, on va maintenant améliorer les choses en programmant. On va essayer de programmer de 15 jours en 15 jours. Voilà, ce qui est un petit peu mieux. Alors, je serais très heureux si vous aviez des thèmes à proposer, parce que, vous voyez, on essaie de faire quelque chose qui soit pas descendant, pas complètement descendant. Donc, évidemment, on amorce avec des sujets dont je vais vous donner une petite liste. Vous pourrez réagir, mais si vous-même vous aviez des sujets à proposer, des thématiques à proposer, alors bien sûr inscrites dans l'actualité, mais pas forcément, pas systématiquement, on varie. N'hésitez pas à le faire, prenez la parole pour le dire. J'ai reçu un mail hier très sympa d'une collègue qui me dit moi j'ai un sujet, c'est comment trouver des masques. Bon, alors il y a des sujets qu'on pourra peut-être pas nous traiter de manière optimale. Nous-mêmes on court après comme tout le monde. Bon, il y a des sujets qui nous assaillent un peu dans la période, mais vous avez sans doute des idées de sujets qui seraient utiles aux collègues dans une période comme celle-ci. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que je peux vous solliciter? Hervé Chaise aimerait prendre la parole. Oui, bonjour. Hervé Chaise, directeur des services techniques, la ville de Tulle. Oui. Donc, l'idée ou la question, c'était par rapport à ces masques. Donc aujourd'hui, dans certains cas, le masque devient obligatoire. Mais je voudrais poser la question, à savoir, dans le cas où l'utilisation des masques est difficile, ou tout du moins, ou si la collectivité ne peut pas fournir suffisamment de masques à tous ses agents, est-ce que ça peut être considéré comme un EPI? Est-ce que cet EPI, si on ne le fournit pas, est-ce qu'on peut utiliser un droit de retrait? Voilà, c'est une question un peu ouverte. Alors, est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question? Moi, j'ai un avis, je le donnerai, mais est-ce que quelqu'un sait répondre, veut prendre la parole là-dessus? En tout cas, on pourrait dire que ça nous donne confirmation qu'il y a un sujet et que organiser des échanges autour, par exemple, du caractère obligatoire ou pas, de la latitude de l'employeur pour imposer ou pour ne pas imposer le port du masque. Donc, globalement, pour aménager le service, il y a un sujet autour de ces questions-là qui nécessite, qui peut nécessiter une réponse experte, je veux dire par là une réponse de juriste, une réponse ayant préalablement étudié le sujet. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une idée sur ce plan-là? Moi, je peux vous dire ce qu'on dit au CNFPT pour les agents du CNFPT, très clairement. Le CNFPT n'envisage pas de demander à ses agents de revenir sur les sites du CNFPT sans que les conditions de sécurité soient réunies. En l'occurrence, le port du masque fait partie de ces éléments. Je parle bien des agents du CNFPT. Et donc, à partir du 11 mai, lorsqu'on peut commencer à envisager de progressivement réinvestir les lieux, préparer une reprise, etc., même s'il n'y a pas d'ouverture au public avant la rentrée de septembre, eh bien, même dans ce cadre limité, le port du masque sera nécessaire et fourni par l'établissement pour que les agents soient amenés à reprendre leur mission dans les bâtiments CNFPT. C'est la position qui aujourd'hui est adoptée par la direction du CNFPT.
Alors, je crois que Hervé Chaise redemande la parole et ensuite Laurence Pouillot. Je n'ai pas redemandé la parole, mais c'est pas grave. Ah, j'avais vu FFP2 ou chirurgicaux, ce qui me semblait être une précision à apporter. Donc, peut-être Laurence Pouillot. Oui. Oui, en fait, la question des masques, effectivement, est celle de mon collègue Hervé. De quel masque parle-t-on? Est-ce qu'on doit fournir à nos agents le fameux FFP2 qui, pour le moment, à ma connaissance, n'est pas encore arrivé dans les différentes collectivités, ou parle-t-on du masque grand public que certains de nos élus ont commandé en masse, n'ont pas encore reçu, vont distribuer à la population? Oui, alors là, moi je dirais qu'on est vraiment sur un questionnement qui doit d'abord avoir une réponse juridique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une obligation fixée par un texte de fournir un masque? Est-ce qu'il y a une obligation fixée par un texte de fournir tel type de masque? Et aujourd'hui, moi je ne sais pas répondre à cette question, mais je le note comme étant une question qui va évidemment se poser et à laquelle on doit répondre dans la prochaine période, donc ça viendra à l'ordre du jour d'une de nos réunions, ça c'est certain. Sur Marie-Noël Denis. C'est pas Marie-Noël qui voulait intervenir là? C'est moi, c'est Cécile Roussel là. Ah pardon, Cécile, vas-y. C'est pas grave, je pense que c'est qu'on a toujours un partage d'écran et du coup on voit la discussion sur le chat de la personne qui partage son écran. Mais c'est pas grave. Juste sur la question des masques, moi je suis pas la spécialiste au centre de gestion, c'est le service testé. La réponse, oui, j'entends sur le droit de retrait, elle est juridique. Par contre, sur le port du masque, elle est évidemment la réponse, elle est liée à l'analyse du poste et à l'analyse du risque. Il y a des missions, il y a des postes qui nécessiteront pas forcément le port du masque permanent. L'idée, c'est vraiment que quand on remet l'agent au travail, on le remet au travail en présentiel si c'est nécessaire, après avoir fait une évaluation des risques, avoir dit quels sont les moyens de prévention qui sont nécessaires. Et effectivement, si on peut pas les réunir et si on peut pas les fournir, l'employeur, il est garant de la sécurité de l'agent. Donc, s'il ne peut pas garantir la sécurité, théoriquement, il ne doit pas effectivement le remettre sur sa situation de travail en présentiel. Après, la différence entre FFP2 et chirurgical, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre. Et sur la question du droit de retrait, on a une note de la fédération de la FNCDG qui dit que j'étais en train de chercher les références, je vais les retrouver d'ici là. Vous les envoyez, je les ai pas retrouvés, mais qui dit effectivement qu'il faut quand même être en capacité de prouver que le danger, il est grave et imminent. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où l'agent est en capacité de prouver qu'il est face à une menace de Covid grave, imminente et avérée, ce qui n'est pas forcément facile à faire, de prouver qu'on est face à une menace de Covid selon la situation. Donc, je vous recherche les références de la note pour vous les donner sur cette analyse du danger grave et imminent, mais c'est sûr qu'on aura de la jurisprudence là-dessus. Donc, je cherche pour vous retrouver cette référence. Merci. Est-ce que sur ce sujet, il y a d'autres questions? Du coup, Marie-Noël, là, j'avais juste, pour compléter ce que tu dis, Cécile, ce matin, on avait une téléconférence, bien sûr, et c'est vrai qu'il était évoqué les transports scolaires et notamment la difficulté qu'ils avaient à mobiliser les chauffeurs parce que là, ils attendent beaucoup de droits de retrait justement par rapport aux gestes barrières et aux mesures de protection à mettre en place. Et qui dit transport scolaire dit par la suite reprise des écoles, etc. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des définitions claires, même si on n'est pas à un mot direct là-dessus, quoi. Il y a la Haute Autorité de Santé, vous m'entendez encore, qui a sorti la veille du discours du Premier ministre. Là. Donc lundi soir, la Haute Autorité de Santé elle a ressorti un guide qui me semble un petit peu plus clair sur les distanciations et le port du masque. Je vous le cherche aussi pour la réunion là. Alors, moi, ce que je peux vous dire sur tous ces sujets, finalement, on a programmé dans 2 semaines ou 3 semaines. Alors bon, toujours, ces sujets, ils peuvent arriver ou trop tôt ou trop tard, enfin. Mais on les a programmés, une séance sur le cadre juridique du déconfinement, c'est-à-dire toutes les contraintes juridiques qui vont accompagner la sortie progressive du confinement.
et donc où on abordera ces questions d'utilisation de masques obligatoires, pas obligatoires, quel type de masque, mais aussi toutes les autres mesures de protection que doivent mettre en place les employeurs, que doivent mettre en place les divers acteurs sociaux pour activer le déconfinement. Donc ça, c'est un des thèmes. Je globalise, hein, c'est pas que les masques évidemment, mais c'est un des thèmes qu'on va vous proposer dans la toute prochaine période. Alors, je crois que Laurent voulait intervenir. Laurent Kissinger, peut-être. Il faut décoincer le micro, Laurent. C'est bon là, vous m'entendez? Oh, très bien, très bien. Oui, donc je précisais, alors pour nous, à la communauté de communes Ouest Limousin, on a déjà distribué différents types de masques qu'on a pu se procurer, parce qu'évidemment, on est comme tout le monde, hein, on court après le fameux sésame en ce moment. À savoir qu'on a distribué pour nos agents qui sont au SPANC et qui ont repris les contrôles en présentiel, on a distribué des masques FFP3 qu'on a pu obtenir en lien avec la communauté urbaine de Limoges. Donc pour les agents qui travaillent au service de collecte des ordures ménagères, ce sont des masques tissus qu'on a récupérés auprès d'une association, donc des masques lavables et réutilisables, 2 masques par agent. Et pour le reste, on a la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais comme on a un service de portage des repas à domicile, l'ARS nous fournit très très largement en masques chirurgicaux chaque semaine. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, on a eu une livraison de 400 masques. Oui. Voilà, je dois en avoir aujourd'hui, à titre d'exemple, j'en ai plus de 1600 dans mon bureau. D'accord. Voilà, mais moi j'avais une question par contre à l'ensemble des collègues qui sont là. Est-ce que chacun et chacune d'entre vous, vous êtes engagé dans une démarche de PCA spécifique déconfinement à l'heure actuelle pour préparer le 11 mai, ce qui est le cas chez nous, hein. On a une réunion commune qu'on a négociée avec les organisations représentatives, hein. Une réunion commune CT-CHSCT mardi prochain, au cours de laquelle on présente un document, alors qu'on a voulu à la fois exhaustif, au cas où, malheureusement, mais je ne le souhaite pas, on ait une deuxième vague. Donc, on a prévu un document qui permet à la fois de revenir sur un éventuel confinement et de préparer le déconfinement du 11 mai. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question, ça a coupé chez moi. Tu as dit, est-ce que vous avez prévu des plans? C'est ça ta question? Est-ce que vous êtes en ce moment dans des démarches de PCA spécifiques pour le déconfinement? Alors, est-ce qu'on a des collègues qui veulent apporter un témoignage là-dessus? Vas-y, Cécile, vas-y. Ouais, très vite pour dire que effectivement, je voulais le dire là tout à l'heure quand on parlait de ça, j'ai l'impression que le sujet dont vous parlez et qui peut éventuellement, je sais pas, faire l'objet d'un rendez-vous, c'est la question du plan de reprise d'activité, ce que tu évoques en fait, et du coup effectivement, a priori le plan de reprise d'activité, c'est un exercice prospectif du plan de continuité d'activité, ça n'est qu'une partie du PCA. L'idée, c'est d'être capable de prioriser les missions, de dire lesquelles on continue, lesquelles on reprend et comment on fait. Et du coup, ça rejoint la question des masques parce que face à chaque mission et à chaque métier, on est censé avoir une fiche métier des mesures de prévention qui donne vraiment un guide clair pour l'employeur pour savoir ce qu'il doit mettre en place pour pouvoir remettre son agent au travail. Donc, je me dis que peut-être que la question du PRA, elle est importante, elle est indispensable pour cette communauté-là de DG, quoi. Je viens de vous mettre le lien vers le guide de la haute autorité de santé là. Merci. Mais ça me paraît une excellente proposition que d'organiser une séance spécifiquement sur le plan de reprise d'activité, effectivement, hein, puisque toutes ces questions, si on essaie de les regrouper, tourne autour de ça, c'est-à-dire comment on organise une reprise d'activité et au travers de cette reprise d'activité, un déconfinement. Donc, pour pas aborder ces questions-là de manière un peu trop parcellaire avec les masques d'un côté, les autres mesures de protection d'un autre. Donc, quand je disais tout à l'heure proposer des sujets, on est tout à fait dans l'idée là, moi je retiens complètement cette idée, et n'hésitez pas non plus, si vous avez des références d'intervenants, d'experts capables de préparer une telle séance, de mobiliser l'info, de la synthétiser pour animer ensuite le rendez-vous, à nous les signaler, hein. Moi je suis preneur.
de toutes ces propositions. Hein. N'hésitez surtout pas à le faire. Donc, si c'est le cas, Cécile, si tu identifies des gens qui peuvent faire ça, ça sera bien volontiers qu'on les mettra à contribution pour l'intérêt de tout le monde, quoi. On met en ligne là en fin de semaine, quand je dis ça et que je sais que c'est une semaine de 4 jours, en fait, je me dis que je m'emballe un peu, mais théoriquement, en fin de semaine, on met en ligne un tableur de plan de reprise d'activité avec une note d'utilisation, de remplissage et des outils associés, c'est-à-dire entretien de réaccueil, modèle d'entretien de réaccueil individuel, des conseils managériaux. Donc, quand on sera prêt, si on peut, je reviendrai vers vous, Thierry, pour vous dire voilà, si on peut être éventuellement un interlocuteur, à défaut d'être un expert, au moins un interlocuteur pour vous sur ce sujet-là. Ouais, avec plaisir. Ben, c'est exact. L'idée, de toute façon, c'est de partager l'expérience. Donc, c'est formidable de faire ça parce que, bon, là, toi, tu agis pour le département de la Creuse. Et en même temps, nous, on élargit finalement et on essaie d'échanger à l'échelle de tout le Limousin. Et donc, c'est très bien comme ça. Donc, enfin, voilà, vraiment, ça sera volontiers qu'on programme une telle séance. Je peux du reste vous donner un petit aperçu des thèmes qu'on a d'ores et déjà sur nos tablettes. Hein. Si tout va bien, vous recevrez un message, un mail dans vos collectivités dès cet après-midi pour vous donner les 2 semaines qui viennent. Je vais parcourir rapidement les thèmes. Hein. Alors, les messages, sachez qu'on les envoie en principe à tous les DG, à tous les DRH, à tous les services formation et on essaie aussi de couvrir les établissements publics associés aux collectivités. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Les fichiers sont pas toujours et tout le temps à jour. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et c'est pour ça que je vous disais, alors on met à chaque fois maintenant un petit encart. Merci de prolonger cette information en direction des agents et des services concernés. Mais là, on a surtout besoin que les DG, les équipes de direction fassent passer le message dans leur structure pour que voilà les mails arrivent aux destinataires. Alors, vous voyez, aujourd'hui, ce matin, donc, on a fait le management à distance pendant la crise. Bon, là, on est sur une réunion un petit peu plus brainstorming, échange très général pour lancer la formule. Demain, on a la prévention des risques psychosociaux en période de crise. Lundi, on lance l'actualité juridique dans le domaine de l'état civil. Mardi, on aura, je pense, deux séances mardi, oui, c'est ça. Une qui est consacrée, donc, c'est à celle-là qu'on faisait allusion tout à l'heure, aux positions statutaires, aux congés pendant la crise, en collaboration avec les CDG, Caroline Fritz du CDG 87. Et l'après-midi, on a une séance qui est consacrée à tout à fait autre chose, à la gestion intégrée des eaux pluviales face au changement climatique, voyez-vous. Mais les intervenants ont à cœur de faire le lien toujours avec l'actualité quand il y a des passerelles. Hein. Mercredi, on envisage, enfin c'est pas on envisage, hein, ça y est, ça va sortir, l'hygiène et la propreté de la voie publique et des locaux dans la période d'épidémie. Donc ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de services. Donc, hygiène, propreté, voie publique et locaux. Mercredi encore, pour l'après-midi, une spéciale équipe de direction, la loi Covid et l'ordonnance institutionnelle du 1er avril. On reviendra sur l'ensemble des dispositions d'exception qui sont prévues pour couvrir cette période et faciliter, assouplir un petit peu les contraintes institutionnelles. Jeudi, on a les RPS, mais cette fois-ci du point de vue des points de vigilance qu'il faut avoir pour le management, parce que la première séance RPS, je l'ai peut-être dit trop rapidement, qu'on a envisagée et qui a lieu demain, elle concerne plutôt les acteurs de la prévention. Services DRH, services prévention, conditions de travail, etc. Donc là, on fera le pendant en direction des encadrants des différents services, jeudi prochain. En semaine, ça doit être semaine 20, si je ne me trompe pas, je vérifie tout de suite.
En semaine 20, effectivement, on aura une réunion spéciale urbanisme en période de crise. On aura à nouveau une autre réunion sur l'hygiène et la propreté des locaux. Et puis, je le dis tout de suite, le jeudi 14, une réunion qui pourrait bien intéresser les équipes de direction, qui est consacrée au report des élections municipales. Là, on aura un cabinet d'avocats avec lequel on a l'habitude de travailler qui viendra faire le point juridiquement sur cette question du report. Si on travaille sur des hypothèses, on est sur des hypothèses. Et si d'ici là, il y a des choses qui se sont éclaircies, ils vont nous le signaler aussi. On aura aussi là-dessus, le jeudi 14, l'état des connaissances sur la présence de virus dans les eaux usées. Un sujet qui a un peu défrayé la chronique à Paris ces dernières semaines. Je dis bien dans les eaux usées, hein, ne déclenchons pas de panique jusque-là. Alors, tous ces sujets sur l'eau, l'assainissement, les déchets, on les travaille sur la base d'un partenariat important qu'on a avec l'Office international de l'eau, qui est basé à Limoges, à la Souterraine. Et donc, avec eux, on a un partenariat comme ça pour qu'ils animent, comme experts, toute une série de réunions sur ces sujets. Voilà un aperçu, si vous voulez, des thématiques en fait qu'on a programmées. Tout ça va vous arriver par mail en principe cet après-midi même. Hein. Et donc, vous voyez, on essaie de diversifier. Hein. Il y a des sujets très divers. Et à nouveau, je vous sollicite pour voilà, continuer à travailler dans ce sens-là et pour enregistrer les sujets que vous pourriez nous proposer. Peut-être des réactions par rapport à ça? Oui, vous m'entendez? Non? Oui. Très bien. Je suis désolée. Voilà, désolée, c'est que ça coupe un peu chez moi. La connexion n'est pas très bonne, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, moi, du coup, je reviens sur ce que on disait tout à l'heure sur la reprise d'activité parce que c'est vraiment le sujet du moment, quoi. Hein. Du coup, tu vas l'intégrer à quel moment, Thierry? Parce que je pense qu'il ne faudrait pas trop attendre le 11 mai. Ah ben, je l'intègre dès que j'ai un intervenant, un expert qui est capable de faire un topo introductif cohérent, de structurer tout ça sur un rendez-vous de 2 heures. Hein. Je le fais. Si vous me donnez quelqu'un qui peut traiter le sujet et animer ce sujet-là, je l'intègre dès cet après-midi. Enfin, je veux dire par là que je le programme pour les prochaines semaines. Voilà. On essaie de fonctionner comme ça. Hein. On est capable d'être réactif, mais bon, voilà. Quoi. Les sujets qui viennent à la volée, il faut au moins que je trouve un expert. Non, mais je pensais effectivement au centre de gestion parce que ils ont quand même des outils intéressants. Là, tu dis, Cécile, toi, tu as déjà travaillé en Creuse, oui, sur des outils. C'est ça finalement dont on a besoin un petit peu d'opérationnel pour que le PCA. Moi, j'avoue que c'est un peu bon. Après, on a eu les éléments, mais on l'a monté tout seul. Hein, voilà. On était sur le PRA, l'idée c'est ce qu'on essaye de monter là, c'est un tableur Excel très simple en fait. Voilà, avec les missions par service. Chaque mission, après, tu lui mets un niveau de hiérarchisation, de priorité en fait. Tu peux t'aider de matrices type les matrices urgents importants ou pas, ça dépend de la taille de la collectivité. Et pour chaque mission, en fait, on va dire voilà quelles sont les contraintes par les agents, garde d'enfants, vulnérabilité, pathologie, aucune contrainte, pas de présentiel, télétravail, enfin tout ce qu'on connaît maintenant. Et derrière, une fois que tu arbitres si c'est prioritaire ou pas, si ça l'est, quelles sont les conditions de reprise. Et là, en fait, ça va être, par exemple, ouvrir un nouveau bureau parce qu'on veut pas qu'elle soit deux, mettre du gel hydroalcoolique parce qu'on reçoit du public. Enfin, je dis n'importe quoi. La prévention, c'est un métier. Et du coup, il y a des fiches métiers associées pour théoriquement pour chaque métier, pour chaque mission. Et du coup, derrière, ça permet à la fin d'avoir un espèce de document un peu cadre et assez exhaustif de tout ce qu'il y a à mettre en place pour accueillir les agents et savoir qui fait quoi à quel moment. Et nous, on essaye d'ajouter, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, des outils type entretien de réaccueil individuel, trame de réunion collective, enfin réunion collective, je m'entends, hein, avec des distances.
ou en visio, et effectivement des checklists de réaccueil des agents. Voilà, on a des exemples aujourd'hui qui montrent que c'est une bonne chose, par exemple, de remettre un kit de prévention à chaque agent qu'on réaccueille. Voilà, il y a des éléments en termes de com qu'il faut pas louper. Donc oui, tout ce que nous on va produire comme outil, j'interviens pour la Creuse, mais on pourra le partager avec plaisir. De toute façon, on travaille en réseau, hein. Donc, ce qu'on va publier, je pense même que c'est accessible à tout le monde sur notre site, ça ne sera pas bloqué. Ok, merci Cécile. Mais du coup, mardi, sur les positions statutaires pendant la crise, ce serait presque intéressant de l'élargir un peu sur les positions qu'on va devoir gérer au déconfinement. Les personnels, par exemple, qui vont peut-être pas vouloir remettre les enfants à l'école, donc qui vont rester en garde d'enfants, en ASA, nous on en a besoin dans les services. Enfin, il y a quand même pas mal de situations compliquées. Est-ce qu'on pourra déjà l'aborder mardi prochain, Thierry? Oui, oui, bien sûr. Il faut poser ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y aura des réponses très précises là-dessus, si effectivement des parents ne veulent pas ramener, enfin ne veulent pas déposer leur enfant à l'école ou à la crèche, et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'ils sont toujours en ASA? Est-ce qu'on est, nous, en mesure de leur intimer l'ordre, je mets des guillemets et des précautions partout là, de reprendre le travail en disant que finalement le choix leur appartient, mais n'est pas dicté par une nécessité absolue, etc., etc. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Je suis pas sûr, si vous voulez, que on ait du côté de l'expertise toujours une réponse hyper nette et très claire, hein. Sur un autre sujet, je vais y revenir, Laurent me signalait que sur les élections, il y a des questions sur lesquelles les préfectures ne savent pas quoi répondre en ce moment. Bon, les experts seront parfois embêtés, mais c'est justement ça l'intérêt, c'est de dire, voilà, est-ce qu'il y a des solutions? Quelles sont les limites des solutions dont on est sûr? Les limites, jusqu'où on peut aller et ben, jusqu'où on peut pas aller, quoi. Mais il faut pas hésiter à poser ces questions. Je dirais même que si vous repérez dans le programme sur des sujets que vous avez identifiés, des questions que vous voudriez qu'on approfondisse, il faut pas hésiter à m'envoyer un mail en disant sur telle séance, il y a tel point que j'aimerais qu'on creuse, et moi je le transmettrai à l'expert systématiquement en lui demandant de zoomer un peu là-dessus pour, en séance, être en mesure peut-être d'apporter quelque chose de construit. Tu vois, je crois qu'on peut faire comme ça. Je reviens une seconde sur les plans de reprise d'activité. Moi, je serais très heureux si, alors peut-être que Cécile peut pas en séance me le confirmer, mais si le CDG 23 voulait bien accepter d'animer cette séance. Donc je répète, hein, à chaque fois le format c'est une demi-heure de cadrage au départ et ensuite des échanges essentiellement. Moi je suis prêt à la programmer et le plus vite possible puisqu'il faut qu'elle soit d'actualité, on est bien d'accord, hein. Je vais voir je vais évidemment voir avec Cécile Moreau là dès la fin de la journée. J'appellerai Cécile pour voir ce qu'elle en pense et je pense qu'elle reviendra vers vous, Thierry, pour dire si c'est possible et dans quel délai et avec qui, parce qu'après on est en fait on pilote ça, conseil en organisation et service santé sécurité au travail. Donc je vais voir avec Cécile Moreau, avec plaisir. Moi l'idée c'est de répondre à la demande là, que relaie Marie-Noëlle, c'est-à-dire essayons de le faire rapidement pour que ça soit dans le rythme, hein, que ça soit dans le temps quand les collectivités en ont besoin. Mais bon, on va regarder de notre côté si aussi on a d'autres intervenants potentiels, mais n'hésitez surtout pas à vous mettre en avant si vous pensez pouvoir animer une telle séance. On sera très heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous. Alors, Laurent me demandait sur le chat, là, il demandait est-ce qu'on pourra bien sûr aborder la situation des intercos, hein, pas simplement du report des municipales pour les communes, bien sûr, et sur les points précis, peut-être Laurent, tu veux en dire un mot, sur les points précis qui font encore mystère pour les intercos. Aujourd'hui, c'est simple, hein, on n'est pas les seuls. Il y a 88% des intercos françaises qui sont dans des situations un peu délicates liées à l'organisation du premier tour des élections municipales. Si je prends l'exemple chez nous, nous avons encore à ce jour 2 communes dans lesquelles les conseils municipaux ne sont toujours pas élus au complet. Nous allons nous retrouver dans la fameuse période de mixité avec des vice-présidents notamment qui vont rester vice-présidents alors même qu'ils ne se sont pas représentés aux élections municipales.
donc qui normalement ne devraient plus être élus. Et nous allons nous retrouver avec des conseillers communautaires de communes qui, à ce jour, ont été élus au premier tour dans d'autres communes. Oui, alors là, oui, c'est effectivement croquignol. Mais Voilà. est-ce qu'il n'y a pas une partie des réponses qui pourra être apportée au cours de la séance qui est consacrée à la loi Covid et aux ordonnances, à l'ordonnance du 1er avril? Peut-être qu'une partie des réponses, en tout cas, je vais demander à nos avocats, on fait venir des gens de bon niveau, hein. C'est le cabinet itinéraire avocat que vous avez peut-être déjà vu dans les journées d'actualité qu'on a organisées précédemment. Tout ça semble loin, mais néanmoins, sur la réforme de la loi de transformation de la fonction publique, sur la communication institutionnelle en période préélectorale, on les a fait intervenir aussi sur le statut des emplois fonctionnels, et toujours avec un angle juridique. Enfin, ils connaissent bien le monde des collectivités locales. Donc, c'est avec eux qu'on travaille, là, essentiellement, sur ces sujets-là. Et je vais leur signaler ces interrogations. Peut-être qu'ils pourront apporter une partie des réponses ou commencer à apporter des réponses là-dessus. Parce que pour être complet sur le dossier, j'ai interrogé la préfecture qui répond bien évidemment qu'effectivement, il y a des principes juridiques et des lois qui se télescopent, oui, notamment la loi du 23 mars qui télescope d'autres principes à valeur législative aussi, et que la solution, c'est d'attendre. Ah oui, effectivement, c'est une façon de voir les choses, absolument. Voilà. Merci encore à Cécile qui vient de nous mettre en ligne un nouveau lien pour la note sur le droit de retrait. Donc, vous avez, si vous, comme moi, vous avez une colonne chat à côté, vous voyez tout ça arriver au fur et à mesure. Alors, vous m'avez proposé le plan de reprise d'activité. J'ai accepté tout de suite. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans ces rendez-vous? On essaiera de les caser par-ci, par-là. Parce que pour moi, c'est aussi un des objectifs là, de cette première rencontre, c'est d'enregistrer des propositions de sujets. Parce que, voilà, l'idée, quand je disais tout à l'heure, on ne veut pas que ça soit descendant, c'est aussi pour vous dire, on se met à votre disposition. Si vous faites remonter des propositions, on prend. Alors, Marion Sandrier, ah non, elle remercie simplement, mais si elle veut prendre la parole, elle est la bienvenue. Pour des propositions de thèmes dans la période qui vous font souci, évidemment. Pour le moment, je n'ai pas trop d'idées. J'attends avec impatience déjà les propositions que vous avez faites, puisque nous, à la mairie, on va reprendre un peu plus tôt, vu que la mairie n'a jamais été fermée, en fait, au public. Et mes collègues qui sont au service technique vont rattaquer dès la semaine prochaine pour le nettoyage de l'école. Donc, on est un peu dans l'urgence, mais on va y arriver. Ok. Alors, Marie-Noëlle, tu voulais intervenir, je crois bien, je t'ai vu passer là. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une thématique. Moi, j'avoue qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur comment on va organiser les aides aux entreprises. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus dirigé pour les intercos, mais en même temps, ça intéresse quand même les communes, leurs commerces, leurs artisans, etc. Parce que là, on travaille avec la région, on voudrait essayer de mettre en place des aides directes sur nos territoires. Laurent en sait quelque chose aussi, parce que je sais qu'il y travaille. Et on s'interroge sur des règlements d'intervention. Ce serait presque plus un échange d'expériences, de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Tout le monde est en train d'y travailler. Là, on n'a pas vraiment sorti de règlement encore. Mais je sais pas, Laurent, ce que tu en penses, cette thématique-là d'aide aux entreprises, comment on pourrait monter quelque chose sur qu'est-ce que vous faites sur votre territoire, sur les autres territoires, comment ça se passe, les liens avec la région, les liens avec les départements. Du coup, je m'adresse un peu à Laurent pour voir s'il peut compléter. Tu fais bien. Je reprends la parole. Oui, j'avoue moi aussi être dans le domaine un peu perdu au jour d'aujourd'hui. Perdu parce qu'il y a multiplicité des acteurs, puisque depuis, je pense que tu es au courant, Marie-Noëlle, mais depuis hier matin, le département est aussi entré dans le jeu avec un programme départemental
de sauvegarde vis-à-vis des entreprises qui va qui va entrer en action là très prochainement. Et puis au travers des mails qu'on peut avoir et des échanges qu'on peut avoir. Alors là, avec les collègues, mais c'est spécifique interco, hein, des intercos de la grande région, il semblerait que à ce niveau, et notamment en ce qui concerne notre volonté, nous, pour les EPCI, d'aider nos entreprises, des services du contrôle de légalité qui se montrent tatillons. Donc voilà, j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, on est un peu dans le flou. On est dans le flou, et pas que nous, nos entreprises aussi, puisque je crois que eux aussi sont un peu perdus devant tout ça, devant comment dire, toutes les possibilités d'intervention qui vont du niveau européen jusqu'au niveau intercommunal, avec aussi des communes qui veulent aussi intervenir. Donc là, moi j'avoue, voilà, je sais plus trop sur quel pied danser, si je puis dire. Moi, ça me donne l'idée, du coup, pourquoi pas de programmer soit, enfin, d'une part avec la région et les départements, le cas échéant, qui voudraient se joindre, une réunion justement sur les aides apportées aux communes ou sur les aides apportées aux entreprises, pourquoi pas, puisqu'il y a des programmes qui se sont structurés là-dessus. Je pense que, enfin, on pourrait solliciter Cécile Verne-Daubré qui, alors, elle a dû avoir un empêchement ou une priorité parce que elle avait prévu, elle s'était même inscrite à cette réunion cet après-midi, d'autant plus que elle vient de prendre la responsabilité, si mes informations sont bonnes, du syndicat des DG des collectivités sur l'espace Limousin. Et donc, pourquoi pas solliciter pour qu'on nous fasse un topo, voilà, tout simple, des critères, des aides qui sont mises en place, etc., par ces grandes collectivités. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas. Disons que ça pourrait être un début de discussion après entre nous pour dire finalement comment on décline toutes ces politiques sur nos territoires. Oui, oui, oui. Alors le département, je crois que ça passe en commission permanente que début mai, hein, c'est ça, Laurent, je crois. Oui, Non. mais alors le président Leblois a déjà annoncé une petite somme un peu rondelette qui va être déployée par le département, mais là aussi, si on en croit, voilà, moi ma plus grande interrogation au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt par quel fil de la bobine on arrive à détricoter tout ça, quoi, et comment on arrive à se lancer parce que c'est relativement difficile à comprendre, et j'avoue qu'aujourd'hui on est un peu, et pour avoir fait le tour, voilà, de présidents d'interco, je pense qu'ils ont la même interrogation. On est un peu tous dans comment dire, dans l'expectative par rapport à la manière dont on va pouvoir monter nos propres programmes. Alors, je ne sais pas si toi, Marie-Noël, tu as la même interrogation. Alors, désolé, du coup, on discute un peu à deux, mais c'est pour aussi à faire avancer sur cette thématique-là. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut déjà qu'on conventionne avec la région, chose que l'on n'avait pas fait jusqu'à présent pour pouvoir ensuite attribuer des aides directes. Mais moi, je sais que mon interrogation, c'est quelles sont les aides qui vont être le mieux adaptées pour nos territoires demain. Et j'aimerais bien effectivement partager avec d'autres collègues des modalités d'action qui soient au plus proche des besoins des entreprises, quoi. Là, on va abonder le fonds régional de 2 € par habitant, je crois aussi. Tu le fais aussi, Laurent, mais c'est un peu, on ne sait pas si ça va être redirigé vers les entreprises de nos territoires. A priori, oui. Voilà, on a encore pas mal d'interrogations. Très bien. Bon, je retiens quand même le principe d'une telle réunion, enfin d'un tel rendez-vous qui pourrait être consacré à ces aides apportées par la région ou par le département de la Haute-Vienne pour ce qui concerne la Haute-Vienne. Enfin, donc à creuser un petit peu, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent là, peut-être pour élargir aussi un petit peu le cercle des participants? De ceux qui pourraient être proposés par d'autres collègues. N'hésitez pas.
Bon, ça veut sans doute dire que on a déjà quelques pistes, en tout cas suffisantes, ça j'en suis sûr, puisque j'ai de quoi organiser 1 à 2 rendez-vous par jour pour les 2 ou 3 semaines qui viennent. Donc avec des thèmes concernant les différents domaines d'action des collectivités. Alors j'avais prévu également au cours de cette séance de vous proposer un premier tour de témoignage sur la façon dont vous avez vécu la période depuis finalement, j'allais dire la fermeture, c'est pas tout à fait approprié, mais depuis le confinement, depuis la mise en place du confinement, depuis la mi-mars, comment vous avez traversé cette période avec vos équipes, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face. Je peux, moi, de mon côté, vous indiquer comment les choses se sont déroulées au sein du CNFPT, mais bon, c'est sans doute pas comparable avec ce qu'on vit au sein d'une collectivité. Est-ce que, à ce sujet, des collègues veulent commencer à témoigner de cette période difficile? Vous pouvez vous lancer. Vous m'entendez, non? Oui, Marie-Noël, entend. Je vais juste dire un petit mot parce que je vois que c'est déjà 16h02. C'est voilà, faut que je démarre l'autre téléconf à côté. Simplement, nous, on a été principalement en télétravail partout. On a pu le faire dans les services. Bon, après, il y a les services de terrain, bien sûr, l'assainissement, les déchets, etc., qu'on retrouve, l'accueil de loisirs. Peut-être moins de services de proximité que les communes. Le télétravail qui est pas si simple à gérer que ça. Là, on a fait une note pour expliciter justement comment se passaient les positions en télétravail, parce que les gens s'isolent un peu. Il y en a qui sont très connectés. On a mis un chat en ligne où il y a des gens qui sont très actifs, et puis d'autres qu'il faut. Tu parlais vraiment, enfin vous en avez parlé ce matin, je crois, du management à distance. C'est souvent aussi une période assez épuisante. C'est ce qui me fait. C'est le retour que j'ai aussi, entre les téléconférences qui s'enchaînent, aussi la présence d'enfants qui viennent perturber aussi l'activité quotidienne. Donc voilà. Moi, ce que j'avoue que les intercos ont été un peu, enfin, je sais pas ce qu'en pense Laurent, parce qu'on est que tous les deux. Nous, la préfecture, aucun lien au départ. Ils connaissent que les communes. Je sais que l'ADM vous a pas mal aussi soutenu, les mairies. Maintenant, on est un peu dans la boucle, mais je sais pas si Laurent, ça a été comme ça, mais je trouve qu'au début, oui, aucune consigne, rien. Il passait par les mairies. Moi, c'était les mairies qui me disaient en fait ce qui allait se passer au niveau, sur le terrain. Donc ça, c'était la première impression. On s'est débrouillé tout seul. Bon, ma foi, tant mieux. On a fait notre PCA, on a avancé, on a mis en route et en ordre de marche tous les services. Globalement, je trouve que les équipes ont été top. Et puis après, beaucoup de questionnements. À chaque fois, quand il y a les personnes en ASA, les personnes qui reprennent. Les positions statutaires, ça a toujours été un peu compliqué. Nous, on a imposé des jours de congé là avant le déconfinement. Bon, tout le monde a joué le jeu. Bon, après, on est un effectif plus réduit, donc c'est plus facile. Mais voilà, donc globalement, ça se passe pas mal, mais je trouve que le confinement est quand même pas toujours très facile à vivre, même à distance. Voilà. Bien sûr, d'accord. Je serai, tant pis, j'espère qu'on aura un retour de ce qui sera dit tout à l'heure, parce que ça m'intéresse, mais en tout cas, je suis obligée de vous laisser. Merci encore, et à très bientôt. Oui, merci, au revoir. D'être venu nous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Qui veut enchaîner? Je vous l'ai dit, on est sur une formule où on n'est pas dans une expression descendante là. Là, pour le coup, je vous sollicite pour indiquer comment vous avez vécu cette période, quelles ont été les principales difficultés. Je sais pas, est-ce que vous avez eu des collègues qui ont été eux-mêmes touchés par la maladie, ce genre de questions? Tout ça mérite échange. N'hésitez pas. Qui veut intervenir? Bon, je vais intervenir si vous m'entendez bien. Oui. Oui. Non, nous à Tulle, on a eu beaucoup de chance parce que au sein des services, à ma connaissance, aucun agent n'a été touché par ce virus. Donc, ce qui a permis quand même une gestion, on va dire, plus aisée du personnel que s'il y a une infection généralisée qui se propage, parce que là, il y a une autre problématique qui rentre en jeu.
Après, au sein de la ville, alors moi je parlerai essentiellement des services techniques. Au sein de la ville, on a toujours eu les services qui ont tourné, qui ont travaillé en service réduit minimum, au moins pour assurer certains aspects comme la propreté urbaine et au moins les services d'urgence, l'électricité et la plomberie. Et nous, ce qu'il est prévu d'ici le 11, c'est une reprise de l'activité. C'est ça. Donc le 11, on reprendrait l'activité en mode entre guillemets normal, et bien avec obligation, bien évidemment, mise en place des gestes barrières et mise en place de désinfectants, masques et autres pour lutter contre la propagation de ce virus. Mais le 11, il est prévu une reprise de l'activité normale. D'accord. Est-ce que vous sauriez dire, enfin bien sûr à la louche, hein, je vous demande pas de proportions très précises, mais quel est finalement le volume de personnel qui ont continué à fonctionner malgré les mesures de sécurité mises en place au plan national, hein, malgré le confinement? Quelle serait selon vous la proportion des personnels pour Tulle qui ont continué à fonctionner, à exercer les missions? Ah ben je tiens un jour un listing très précis des personnels présentes, absentes, ASA, pas ASA, parce que forcément, après, c'est des données importantes pour les RH. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on a tous les agents, même s'ils étaient en ASA, étaient toujours disponibles, ou par téléphone, ou alors en présentiel, quand on a une demande urgente pour une intervention X ou Y, ils viennent se déplacer, ils la réalisent et après ils repartent chez eux. D'accord. Mais en moyenne, pour le premier mois, au lieu d'avoir 75 agents, j'en avais 10. Oui. Et au fur et à mesure, les agents reviennent d'eux-mêmes. D'accord. Parce que le confinement est difficile à gérer dans le monde familial et ils sont même demandeurs de venir travailler pour avoir un petit peu cette bouée de secours pour souffler, pour travailler, pour sortir de la maison. Alors, est-ce que c'est le cas dans d'autres collectivités aussi, puisque moi j'ai eu ce matin, je peux le dire, une réunion interne au CNFPT où on évoquait cette question-là, hein, avec des demandes très appuyées de nombreux collègues qui, ayant marre du confinement, veulent absolument revenir dans les délégations, veulent absolument... Et bon, l'inquiétude, évidemment, c'est que ça amène les uns et les autres un peu dans cet enthousiasme à baisser la garde et à ne plus appliquer les mesures de sécurité. Alors, je crois que quelqu'un voulait prendre la parole, mais est-ce que comme on m'a repartagé l'écran, du coup, je peux plus trop savoir de qui il s'agit. Oui, alors Valérie Dandalex à la mairie de Nexon. C'est ça, d'accord. Oui. Bonjour à tous. Déjà, je ne sais pas si vous m'aviez entendu depuis le début. Moi, je voulais revenir justement sur le souci des agents qui, au début, on a renvoyé un peu tout le monde chez eux et nous, sur 35 agents, on va dire qu'il y en a un tiers qui est resté en présentiel. Par contre, très vite, effectivement, les agents ont demandé à revenir travailler, ce qui était pas une mauvaise idée en soi, mais où nous n'avions pas les informations nécessaires pour pouvoir leur donner tous les EPI nécessaires pour reprendre le travail. Et donc là, nous, on a repris à 100% depuis la semaine dernière. Mais c'était beaucoup de la demande des agents et un petit peu la demande des élus. Et je ne sais pas ce que mes collègues diront, mais moi, j'ai eu le sentiment aussi, la peur des autres agents sur la reprise. C'est-à-dire, quand on va reprendre, tout va être à 1000%. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont revenus, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez dans les petites communes ou les Comcom ce même sentiment, mais voilà, la reprise va être difficile. Voilà, c'était tout. Je sais pas, j'ai plus de son, moi. Il n'y a plus de son au niveau de Thierry. Oui, son, voilà. Là, vous m'entendez, là? Oui,
Oui. Très bien. Je ne sais pas, il faudrait que peut-être la personne qui a partagé l'écran veuille bien cesser le partage d'écran parce que ça embête un peu tout le monde. Là. Et donc, je crois que Laurence avait demandé la parole et je crois après Cécile. Hein. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait ma collègue précédemment, effectivement, les agents techniques dans nos services sont demandeurs. D'abord parce qu'ils voient s'accumuler, notamment tous les services de tonte, etc. Ils voient s'accumuler le travail. La difficulté que j'ai, c'est l'interprétation qu'il y a sur ce que doit être le confinement jusqu'au 11 mai. Avec les services essentiels. Est-ce que c'est essentiel d'aller tondre dans les lotissements? Je ne sais pas. Et pour le moment, ma position a été de dire que jusqu'au 11 mai, ce genre de service n'était pas réalisable. Mais j'entends que certains de mes collègues, a priori, ont repris le travail. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Alors, Cécile, dans la foulée. Ouais, effectivement, et c'est lié. D'abord, pour dire que nous, par rapport au pouls qu'on prend sur le territoire et sur les collectivités creusoises, donc on a aussi le sentiment ça fait 2 semaines, il y a un petit emballement, tout le monde a un peu envie d'y retourner, les maires commencent à dire, il y a des discours parfois un peu désinhibés, hein, de dire, bah ouais, mais moi je les paye à rien foutre chez eux, donc faut peut-être qu'ils se remettent au boulot. Il y a des agents qui poussent pour reprendre. Après, nous, statutairement, mais ça, c'est un discours qui est imposé par notre métier de centre de gestion, on a toujours dit ne doivent être en présentiel que les agents dont la présence est indispensable pour le maintien de la continuité des services, qui était listés dans la note du ministère de la Cohésion. Et qui effectivement, théoriquement, ça devait être 10% des agents quoi, qui restaient réellement sur le terrain et en présentiel. Mais voilà, nous, on est comme vous, on sent qu'il y a une évolution et que on est débordé de questions de la tonte. Ça stresse tout le monde, là. Il y a de l'herbe partout, à mon avis. Et alors, très franchement, la tonte, la pelouse des lotissements, il faut avoir une conception très, très élargie des services essentiels. Pour l'intégrer dedans, il faut être sérieux. Je crois qu'il faut quand même, dans cette période, moi je continue à penser que bien évidemment, c'est la sécurité des personnes qui est le premier objectif et le premier critère. Donc, franchement, peut-être il faut aussi que les fonctionnaires, vis-à-vis des élus, soient le plus pédagogiques possible. Il est évident qu'il faut remettre en route maintenant toute une série de services vraiment essentiels. Et quelque part la nation au travers de tout ça, l'économie. Bon, très bien, mais il faut pas non plus prendre des risques pour des trucs qui ne valent pas le coup. Hein, et c'est aussi d'où vraiment on confirme, on ne fait que confirmer l'intérêt d'une réunion sur la reprise d'activité, parce que c'est ça aussi qu'il faut cibler. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et qu'est-ce qu'on pourra faire quand on aura des loisirs. Si l'herbe pousse jusqu'en septembre, on ne va pas en mourir, alors que si on fait n'importe quoi, eh bien, il y a des risques pour qu'on ait des gros problèmes de santé, quoi. Donc, sur ces questions-là, quand même, les élus doivent pouvoir comprendre, même s'il y a ce mouvement d'euphorie, et les agents aussi, attention, parce que on parle des élus, mais moi, je vois beaucoup d'agents qui s'excitent et qui veulent absolument... alors donc, il faut expliquer aux gens des choses parfois un peu simples. Le 11 mai, on se retrouve pas tous au réfectoire de la collectivité, on prend pas tous le café ensemble avec des croissants. C'est les gestes barrières. 1 mois et demi de militantisme pour que les gens respectent des consignes de sécurité doivent pas être détruits en quelques heures ou en quelques jours parce que les gens ont l'impatience, certes, de se remettre au service de la collectivité, de sortir de chez eux. Enfin, ça serait franchement trop bête. Je crois que ça serait passé à côté de l'essentiel. En tout cas, jusqu'au 11 mai, nous, on préconise de rester sur les activités essentielles et sur les activités liées au PCA. On continue de dire qu'il faut s'appuyer sur la note du ministère de la Cohésion, la Jacqueline Gouraud, qui a été mise à jour le 20 avril, je crois, un truc comme ça, en élargissant quand même un petit peu au bâtiment pour que les entreprises privées viennent, honorent les marchés, etc. Mais on n'a pas dérogé de cette position et à partir du 11 mai, nous, on préconise une reprise d'activité progressive et qui démarrera forcément par une reprise partielle et théoriquement sans tout le monde en présentiel le 11 mai, quoi. Mais après, j'entends des réalités de terrain. Hein.
Bien sûr. Et Amélie Robisson du CNFPT, hein, qui à l'instant signale par le chat que la poussée, elle s'exerce aussi par la population. Hein. Mais là aussi, il faut savoir être pédagogique. Et bon, enfin, ça se saurait si la population était toujours parfaitement clairvoyante sur ces questions-là. On est quand même obligé d'imposer à certains moments le confinement à des gens qui ne le veulent pas. Donc, ça fait aussi partie du jeu. Il faut rester extrêmement pédagogique sur ces questions et il faut être capable de faire la part des choses entre ces services essentiels et les services qui ne le sont pas et pour lesquels on peut s'autoriser voilà, à pas mettre en danger ni les salariés, ni les usagers, ni personne. Est-ce que des collègues veulent là-dessus intervenir? Catherine voudrait intervenir, Catherine Rocherol. Vous m'entendez par contre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Bon. Oui, je voulais rajouter. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, on a la population qui pousse aussi à que les services, que ce soit en non administratif ou technique, donc les élus font face aussi à ça. Nous un peu moins, mais voilà, c'est aussi une réalité. Donc il faut qu'on fasse preuve vraiment de pédagogie pour leur faire comprendre qu'il y a des choses qui sont essentielles et d'autres qui peuvent attendre. Après, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours simple. Oui. Bien sûr. C'est comme ça. Et je voulais rajouter, nous, on a continué en fait de travailler partiellement. Moi, on fait un roulement pour qu'il y ait toujours une permanence téléphonique à la mairie, pour que les gens puissent être accueillis au moins téléphoniquement. Et voilà, on propose aussi des rendez-vous parce qu'on est confronté dans les communes à gérer les décès. Donc, c'est voilà. Donc, on doit recevoir les conjoints ou les enfants, etc. Donc, on essaie de mettre en place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations. On a fait au mieux avec les informations qu'on a eues au départ. Et voilà, ça n'a pas été toujours simple à gérer. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, on a prévu donc un rendez-vous sur l'état civil qui est programmé dès lundi. Donc, je vous invite à soit y participer, soit à conseiller à vos collègues d'y participer. Et par ailleurs, je ne veux pas faire un parallèle de très mauvais goût, mais par ailleurs, on est aussi en train de plancher, mais ça, c'est pas encore programmé, mais il faut qu'on le fasse, sur un rendez-vous qui serait consacré aux établissements pour les personnes âgées, ou plus largement aux établissements médico-sociaux dans la période. Et là, je suis bien persuadé que les collègues qui travaillent dans ces secteurs ont beaucoup de choses à dire et à faire remonter. En tout cas, si vous avez là aussi des idées, des propositions et même d'intervenants ou de collègues qui pourraient prendre part à ces rendez-vous, n'hésitez pas à les faire remonter parce que c'est des sujets qui sont aussi très, très sensibles. Hein. Laurent, je crois que tu voulais dire un petit mot sur la reprise de l'économie au sens large. Oui, sur un thème particulier qui est la reprise d'activité des chantiers de construction de maisons individuelles et la reprise d'activité aussi de certains notaires qui ont été fermés comme beaucoup de monde pendant le confinement, qui aujourd'hui nous poussent pour qu'on revienne faire du contrôle en présentiel d'assainissement non collectif. Alors, oui. Nous, on a une politique très simple. On ne refuse pas à partir du moment où la personne qui est présente et qui représente les tiers adopte les gestes barrières, c'est-à-dire lorsqu'on est sur une construction neuve, par exemple, et une analyse de la filière assainissement sur du neuf, l'entrepreneur ne doit pas être là, oui. Systématiquement. Si sur une vente d'une maison, le propriétaire est présent, il reste dans son habitation le temps du contrôle. D'accord. Et s'il veut venir avec l'agent, il respecte la distance et nous lui fournissons les masques. Systématiquement. S'il y a refus, on ne le fait pas. D'accord. C'est très clair.
Je crois que ça souligne bien aussi que très souvent, c'est pas binaire, hein, oui ou non, c'est aussi en fonction des conditions de sécurité qu'on est capable de mettre en place que telle ou telle activité peut reprendre. Comme on le disait tout à l'heure, avec ou sans masque, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, cette discussion sur les conditions de reprise d'activité, elle sera nécessairement corrélée avec des choses très, très, très concrètes et très précises, hein, du matériel, de la logistique, de l'espace dans les bureaux, du gel, enfin des tas de choses comme ça, et aussi corrélée à une certaine discipline des acteurs. Comme tu le disais à l'instant, selon que les acteurs sont présents ou pas présents, respectent ou pas les consignes qu'on leur donne. Hein. Ça va être... Alors moi, je peux témoigner de la situation au CNFPT, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens au CNFPT qui aimeraient que les conditions de formation reprennent. Alors, on pointe quand même deux écueils. Je voudrais que vous me disiez là-dessus ce que vous en pensez. Le premier écueil, c'est qu'on n'est pas complètement sûr que les collectivités et leurs agents aient vraiment la tête à aller se former dans les formes traditionnelles, et même quand on pourra remettre en place du présentiel. Voilà, il y a aussi des questions un peu d'appréhension qui risquent de subsister, d'inquiétude. Est-ce que les gens vont avoir le temps à consacrer à tout cela? Bon, ça c'est un premier préalable qu'il faut qu'on lève. Le deuxième aspect, c'est évidemment les conditions de sécurité. Hein. Par définition, vraiment sans commune mesure avec le distanciel, le présentiel, c'est la plus grosse partie de notre activité. Il faut qu'on soit capable d'accueillir les gens quand le moment sera venu. Je le répète, ça ne se fera pas avant septembre, mais qu'on les accueille avec des conditions d'espacement, des conditions de protection, des masques, etc., etc. Et donc, on est à essayer d'imaginer les critères précis qui feront qu'on pourra ou pas réactiver telle ou telle formation. Et si tant est qu'on en ait le droit, puisqu'il faudra aussi que les choses soient clarifiées de ce point de vue-là. Voilà, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on préfère évidemment essayer de convertir un maximum de choses en distanciel et qu'on vous propose aussi ces formules-là, parce que l'idée qu'on veut faire passer, c'est qu'on est au boulot. On est au boulot en télétravail, mais il ne faut pas laisser planer l'idée qu'on serait en train de buller pendant que les autres sont à leur poste. Ce n'est pas du tout le cas. Je crois que Laurence voulait intervenir aussi sur le temps, le temps qui manque pour la formation. Non, c'était juste pour rajouter l'idée qu'effectivement, dans les semaines qui vont nous séparer des congés d'été, si tant est d'ailleurs que les congés puissent être pris dans les formes habituelles, les agents n'auront pas le temps d'aller se former. On aura tellement de surcharge de travail avec des emplois du temps qui vont exploser en termes d'heures pour nous, parce que le protocole sanitaire que nous attendons avec impatience me paraît relever de nombre d'heures de ménage qui vont exploser. Le ménage ne sera pas fait de la même manière qu'il l'était fait jusqu'à présent, et donc du coup je n'aurai absolument pas de temps à consacrer pour envoyer mes agents se former à autre chose que à du protocole sanitaire qu'on fera au jour le jour, en inventant des manières de faire en fonction de nos locaux, de leur fréquentation. Bien sûr, hein, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand je disais qu'on n'était pas persuadé que les gens aient la tête à ça, c'est aussi le temps, tout simplement, pour participer à des formations. Alors, ceci étant, dans la période actuelle de confinement, de télétravail, etc., donc je vous rappelle, hein, on a prévu 2 séances au moins sur l'hygiène et la propreté, les questions de désinfection, etc. Il y en a une, par exemple, mercredi prochain, hygiène, propreté, voies publiques et locaux en période d'épidémie. Et puis, je sais qu'il y en a une autre qui est aussi programmée. Alors, tout ça vous arrive en principe par mail, hein, qui est programmée un petit peu plus tard. Hygiène et propreté des locaux, organisation du travail des équipes, le 13 mai également, donc à suivre la semaine d'après. Hein, sur ces questions-là, et ça va être effectivement pour tout le monde un très gros boulot. Je pense qu'Aurélien voulait intervenir pour Userche. Aurélien, en branchant le micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je mets la caméra parce que
Avec les enfants, je l'avais coupé. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, j'avais juste moi une remarque par rapport à la situation administrative des agents. J'aurais voulu avoir peut-être une réaction de votre part par rapport à ce qu'on a fait sur Userche. Nous, en fait, les situations des agents étaient tellement hétérogènes en fait entre les agents qui intervenaient un jour et le lundi, mais pas le mardi, les agents qui auraient pu intervenir mais qui ont des pathologies particulières et qui craignaient pour leur santé, qu'on a laissé tranquille. Les agents qui pouvaient faire du télétravail à plein temps, et les agents qui pouvaient faire du télétravail, mais vraiment très partiellement parce qu'ils devaient assurer la garde de leurs enfants. Bref, on avait des situations très très hétérogènes et on a fait le choix, sur une collectivité de taille très de petite taille, à une petite cinquantaine d'agents. On a décidé de placer tout le monde en fait en autorisation spéciale d'absence, en s'inspirant donc de l'arrêté tel qu'il avait été mis en ligne là, sur le site du centre de gestion, avec l'article selon lequel les agents étaient placés en ASA, mais ils pouvaient intervenir sur demande expresse de l'autorité territoriale pour des missions relevant de la continuité des services et relevant de leur grade. Voilà, ce qui nous paraissait finalement dire, bon, voilà, officiellement vous êtes en ASA, mais si vous pouvez intervenir pour la collectivité, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Je voulais savoir si vous percevez cette position un petit peu comme entendable ou déconnante. Voilà, on a fait comme ça pour simplifier les choses, parce que sinon on avait l'impression qu'il aurait fallu faire un arrêté différent pour chaque agent et parfois même le changer d'une semaine sur l'autre. Enfin voilà, ça nous apparaissait plus facile de placer les agents dans cette situation. Et après, bon, la plupart des agents là sur la petite cinquantaine sont intervenus à un moment ou à un autre pour le compte de la collectivité, que ce soit en télétravail ou sur site, quand il s'agissait d'accueillir les enfants de personnel soignant à l'école, où on parlait des services techniques. Les services techniques, ils se sont remis un petit peu au travail il y a 3 semaines sur des missions d'entretien d'espaces verts. On en parlait. On a pris soin effectivement c'était une demande des élus, donc c'était une demande aussi des agents de revenir travailler. Donc on leur a permis d'intervenir individuellement, sur des secteurs de la commune bien précis. On avait aussi évidemment l'accueil pour l'état civil. Mais tout est à cause. Il y a eu un arrêté, une situation administrative unique qui a été mise en place pour tous les agents. Et voilà, je voulais savoir si par hasard, si quelqu'un a procédé de la même façon, ou si finalement on est un petit peu en dehors des clous, quoi. Voilà. Alors, Laurence Pouillot a demandé la parole. Je lui passe. Oui, alors je suis bien contente qu'un autre de mes collègues soulève le problème, parce que très honnêtement, donc moi j'ai été malade à partir du 15 mars. J'ai probablement fait un Covid, donc déjà j'ai été en arrêt maladie pendant 15 jours, ce qui explique que mon PCA n'a été fait qu'au début avril, quand j'ai repris, mes collègues ne l'ayant pas fait, les élus non plus. Moi, la manière dont j'ai interprété les choses, c'était de penser, je dis bien de penser, je me suis peut-être trompée, que tous les agents qui faisaient partie du plan de continuité d'activité n'étaient pas en ASA. Et que ceux qui étaient en ASA, c'était ceux qui avaient une pathologie. Donc j'ai un agent administratif en pathologie, il a une ASA. Les agents qui, pour raison de garde d'enfants, ne pouvaient pas donc participer au PCA, et les agents des écoles qui, de par la nature de leur fonction, n'avaient pas de travail à faire.
Donc moi, c'est ce que j'ai convenu comme solution administrative provisoire. Pour le moment, j'ai rien fait signer à part les autorisations spéciales d'absence que j'ai fait passer à mes agents. Mais je me suis peut-être trompée. Je n'ai pas réussi en fait à comprendre si effectivement d'heure en heure, il aurait fallu faire des ASA pour chacun des agents techniques, notamment qui travaillent par roulement, mais qui à tout moment sont sollicités par nos élus pour aller chercher les médicaments de l'un, déposer le panier repas de l'autre, une fuite d'eau qui intervient sur quelque chose. J'ai même eu une suspicion de mine il y a 2 jours, donc vous voyez, c'est un petit peu hétéroclite comme fonction. Et donc du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait, et c'est vrai que la thématique position administrative pendant la situation, à mon avis, risque de m'apprendre des choses, et je pensais être la seule à avoir mal compris ou peut-être pas su interpréter les choses. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Valérie, peut-être, je crois, et Cécile également après. Oui, nous, la situation était la même que la vôtre, bien sûr. Donc, des gens qui étaient là un jour sur 2, un jour sur 3. Nous, la solution qu'on a choisie à Nexon, c'est de joindre les plannings, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été placés systématiquement en ASA et après en indiquant qu'on joignait les plannings. Donc, chaque agent et on met à jour toutes les semaines le planning de la semaine, c'est-à-dire il est toute la semaine en ASA, sauf les jours où il est présent. D'accord. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est celle qu'on a choisie. Cécile, je crois que tu voulais apporter quelque chose. Oui, déjà pour dire que pour le collègue d'Uzerche, là, après, faudrait voir la situation précise, mais déjà, je pense que le pire, c'est pas de mettre tout le monde en ASA, le pire, c'est de rien décider et de renvoyer des gens sans que la position, elle soit connue, et de l'agent et de la collectivité. Donc, à la limite, vous avez mis tout le monde en ASA, voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, le seul truc que ça m'amène, mais vraiment, je pense que la formation que Caroline Fritz vous proposera la semaine prochaine, elle répondra bien, c'est que ce qu'ils disent les textes aujourd'hui, c'est que quand on est en ASA, on génère plus de RTT. Or, vous dites que vous avez des agents qui en ASA travaillent. Et quelque part, je me dis, c'est un petit peu injuste parce que c'est peut-être ça le petit point d'achoppement à voir, quoi. Faudrait peut-être pas sucrer des RTT à des gens qui étaient placés en ASA, mais qui en réalité produisaient des choses pour la collectivité. Moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Après, en ASA, il y a un maintien intégral de la rémunération. Donc, en même temps, les agents, ils craignent pas grand-chose, ils ont leur rémunération, ils sont dans une position statutaire qui est définie et il y a juste peut-être cette question des RTT. Après, nous, clairement, ce qu'on a préconisé au 23, c'est plutôt effectivement d'essayer de faire un peu de la dentelle, c'est-à-dire plutôt comme la collègue de Nexon, de découper les emplois du temps et de faire coller, par exemple, dans la note là qu'on a sortie, on a de l'humour au 23, on a pris l'exemple d'un secrétaire de mairie qui s'appelle Monsieur Jean Prend Note. Et Monsieur Jean Prend Note, il a des enfants, il doit les garder, mais en même temps, il fait un peu de télétravail et en même temps, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré l'exemple d'un agent qui, effectivement, par exemple, il y a des matins où il est en travail à distance. Et quand on est en travail à distance ou télétravail, on n'est pas en ASA, on est en travail à distance. Il y a des après-midi où il est en ASA garde d'enfants. Et il y a, par exemple, des demi-journées où il est il est en présentiel parce qu'il fait de l'état civil et que le logiciel est qu'à la mairie. On a essayé de prendre des exemples concrets. Donc, effectivement, nous, l'idée, c'est quand même plutôt de faire du précis et du cas par cas, mais on entend que ça n'a pas toujours été possible. Et en plus, c'est du bon sens de dire, au moins, vous avez laissé partir tous vos agents avec une position arrêtée, connue, et c'est déjà bien. Moi, je trouve que c'était un bon réflexe quand même, quoi. Très bien, je dis un petit mot et je passe la parole ensuite à Marion, à Laurent, je crois également au collègue d'Uzerche qui veut reprendre la parole. Donc juste un mot pour dire au CNFPT ce qu'on a fait, je pense que c'est dans l'esprit de ce que vient de dire Cécile. Dans toutes les délégations, on a mis en place un tableau rapidement pour distinguer les différentes positions. Et ce tableau, on le revoit chaque semaine. On le revoit chaque semaine. Par contre, on le revoit pas à l'intérieur de la semaine pour faire plus que de la dentelle de haute définition.
Par là, qu'est-ce que je veux dire? Ben, on a distingué le plus logiquement possible les gens qui sont d'abord en télétravail, en poussant au maximum au télétravail. Bon, sachant que nous, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de gens qui sont en travail ordinaire, quoi, en présentiel. Hein. Donc en télétravail, et là, de ce point de vue-là, on a même admis que des gens qui n'étaient pas forcément connectés pouvaient quand même travailler en télétravail si on leur donnait du boulot à emmener à domicile, bien entendu, etc. Ensuite, on a mis en ASA, par contre, les gens qui ne travaillaient pas à distance parce qu'ils avaient, par exemple, une charge de famille, d'enfants, etc. C'est le sens même du texte, hein, là-dessus. Ou parce que ils étaient là pour le coup absolument dans l'incapacité même d'emmener du travail à faire à domicile, etc. Donc là, on est vraiment sur la définition du texte, hein, je crois. Et puis ensuite, pour les gens qui auraient été malades dans la période, logiquement, il nous semblait qu'ils devaient être en arrêt de travail, puisque c'est aussi ce qui est prévu. Donc c'est des cas de figure. Alors, je sais bien que ça emporte des conséquences différentes. Hein. Tu l'as signalé, Cécile, à l'instant, sur les RTT, mais ça peut être aussi sur les petits restaurants, que sais-je, enfin des tas de trucs comme ça. Les congés, les RTT. Mais on a essayé d'avoir une position logique, et en fait, le fait de dresser ces tableaux toutes les semaines, en fait, c'est pour nous inciter, moi j'ai poussé dans ce sens-là, à ce qu'on revoie au fur et à mesure la possibilité de basculer des gens qui sont en ASA vers du télétravail pour le coup. Par exemple, au départ, on a des collègues qui pouvaient pas du tout être connectés, dont on voyait pas bien comment on pouvait maintenir un lien vraiment de travail avec eux. Le problème a été réglé dans l'intervalle, ils ont basculé en télétravail. Et donc, ils sont au boulot, en fait. Hein. Ils sont comme s'ils étaient en présentiel. Hein. C'est bien ça, le télétravail. Alors que, donc, du coup, on a une catégorie d'ASA qui est vraiment résiduelle. Qui est celle des gens qui ne peuvent absolument pas, et essentiellement parce qu'ils ont des charges de famille, hein, du reste. Voilà pour le CNFPT. Mais je pense aussi qu'il faut, comment dire, que c'est difficile et que la bonne solution, c'est celle à laquelle on arrive dans la collectivité, dans un contexte de relatif paix sociale. Hein. C'est ça le but. Si la solution de basculer tout le monde en ASA donne satisfaction à Ugerge, pourquoi pas après tout, hein, s'il n'y a pas eu d'opposition à ça, je crois comprendre. Alors du coup, je passe la parole à ceux qui l'ont demandé. Je crois qu'il y avait Marion, si j'ai pas rêvé, et puis également Laurent. Oui, alors moi j'avais une petite question parce que nous dans la collectivité, en fait c'est un peu rapidement, et à l'heure actuelle, je n'ai qu'un seul agent qui a vraiment un document pour dire qu'elle est en ASA. On n'a rien fait d'autre. Je suis la seule à avoir été travailler au début, donc bon, j'ai réarrangé mes horaires en tant que secrétaire de mairie, et puis j'avais le problème des enfants aussi. Mais j'ai deux autres collègues qui sont des agents techniques qui, elles, en fait, c'est vrai que la soirée rentrée chez elles, comme ça. Et je voulais savoir, oui, je vois la tête de Cécile, je pense qu'elle s'inquiète, mais on n'est peut-être pas bon du tout au niveau administratif, là, j'imagine. Et est-ce que c'est possible de rattraper le coup? Parce que de toute façon, elles ne sont pas du tout venues travailler et elles reviendront que pour le nettoyage des locaux, donc semaine prochaine. Donc, on va peut-être pouvoir régulariser leur situation, je ne sais pas. Il va falloir. Non, mais moi, je pense qu'on peut régulariser les situations. Je vois pas bien pourquoi on ne pourrait pas, y compris rétroactivement, et je vois pas bien qui pourrait avoir à redire à ce qu'on régularise une situation une fois qu'on est parfaitement informé, hein, me semble-t-il, hein, dès qu'on a les éléments en main. L'ASA, c'est souple, hein, l'ASA. Hein, donc, je veux dire, même là, effectivement, le CDG 19 fait prendre des arrêtés. On n'est pas, on échange entre CDG. Évidemment, vous vous doutez qu'on sait qui publie et qui fait quoi, et on est très souvent d'accord. Même nous, au CDG 23, on est encore plus souple, c'est-à-dire que nous, l'ASA, on dit que c'est juste comme une fiche navette de congé. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de stress. Si les deux agents, elles sont chez elles depuis 3 semaines, moi, j'invite quand même à régulariser en notant quelque part qu'elles étaient en ASA pour telle et telle date, c'est-à-dire les jours où elles devaient travailler. Mais il n'y a pas d'inquiétude, je pense, à avoir. Mais c'est mieux de régulariser. Et c'est bien que l'agent il comprenne dans quelle position il est et ce que ça génère sur ses droits RTT, par exemple, et qu'il soit transparent.
c'est bien que la collectivité, elle sache où sont les agents et dans quelle position, dans quelle étagère. Je crois que Laurent, tu voulais dire un mot là, sur cette question. Non, alors, rapide, moi je rebondissais sur ce qu'avait dit notre collègue du CDG 23, à savoir qu'il y avait des agents qui étaient en ASA et que parfois on rappelait pour venir faire des petites missions. Ça me faisait repenser à cette ordonnance qui est sortie sur les congés et qui ne fait pas de distinguo entre les agents, les positions des agents. À savoir qu'on a aujourd'hui des agents qui ont été dans certaines collectivités placés en télétravail, donc à la disposition de leur employeur, hein. Oui. Et à qui on va dire je te prends 6 jours de congé. Alors ça me paraît juridiquement difficile à expliquer, hein. Effectivement, c'est une possibilité. L'ordonnance, elle distingue les agents qui sont placés en data des agents qui sont en télétravail. Je suis pas sûre, Laurent, pardon, d'avoir bien compris, mais Ah ben, dans l'ordonnance, moi, j'ai pas vu de distinguo entre les agents, hein. Le cas du télétravail, ne me semble-t-il, n'est pas abordé. Donc c'est pour ça que, alors, bien évidemment, l'article 7 de l'ordonnance dit que les collectivités territoriales, l'autorité territoriale peut. C'est pour ça que moi, je le dis très ouvertement, avec le président de la communauté de communes, nous avons décidé que nous ne l'appliquerions pas. Donc, et puis après, Thierry, il faut me dire stop parce que je veux pas déflorer l'intervention de Caroline qui sera beaucoup plus complète, mais juste pour dire que l'ordonnance, c'est peu. Je suis bien d'accord, Laurent, c'est peu. Donc, c'est à la fois de l'élu et voilà, de la direction. Le nombre de jours qui est indiqué, a priori, ce sont des maxima. Donc, la collectivité, elle peut aussi demander moins. Et ensuite, par contre, je te confirme que dans le texte, il y a un distinguo de date et un distinguo de position. C'est-à-dire qu'on distingue des agents qui sont en ASA depuis le 16 mars et des agents qui sont en télétravail pour la période à partir du 17 avril. Et tu peux ne pas leur impacter le même retrait de droit, en fait. Voilà. Avant de repasser la parole à User, juste je veux dire un petit mot. Je suis sur la même analyse, hein. C'est-à-dire que la différence entre les fonctionnaires d'État pour qui, hop, ça va être mécanique, automatique et identique, pour les fonctionnaires territoriaux, c'est toujours le principe de l'employeur territorial qui va décider d'abord s'il applique ou s'il n'applique pas la retenue et dans quelle proportion il l'applique à chaque catégorie de personnel. Donc, à mon avis, il peut parfaitement, sous réserve de ce que va nous dire Caroline, effectivement, puisqu'on a une séance qui est consacrée à ça lundi, hein. Je vous le rappelle. Et là, je pense qu'on aura des éléments précis. Mais à mon avis, moi, la lecture que j'en ai, c'est qu'on peut moduler et que l'employeur territorial pourra décider que c'est pas juste, comme tu le sous-entends là, Laurent, c'est pas juste d'aller retirer le même nombre de jours à des gens qui ont été toujours au boulot dans la période, que ça soit en direct ou en télétravail, et à des gens qui ont été placés de toute façon en ASA, c'est-à-dire une position de congé exceptionnel, certes, d'autorisation spécifique d'absence, donc ça veut quand même dire ça. Même si on gardait l'hypothèse de faire appel à eux ponctuellement. Voilà. Donc du coup, même si on voulait faire pour le coup là aussi de la dentelle, on pourrait distinguer entre ceux à qui on a fait appel ponctuellement et ceux à qui on n'a pas fait appel du tout aussi, hein, si on va par là. Mais je pense qu'il y a une latitude qui est laissée aux collectivités. Je trouve que c'est pas plus mal comme ça du reste. Oui, je crois que dans cette période, tout le monde s'est retrouvé un peu au pied du mur, hein. On a tous été, même si on a tous été, alors plus ou moins prévoyants, ça dépend des collectivités. Si je vois chez nous, par exemple, pour notre cas précis, dès le 13 mars, le vendredi, donc qui précède, hein, on avait fait une réunion exceptionnelle à laquelle on avait convié les représentants du CHSCT. Alors avec leur accord, sans respect du délai, mais avec leur accord et comme c'était très pressé, voilà, dans lequel on avait déjà envisagé les services essentiels qui seraient sur du présentiel et tous ceux qui seraient en télétravail. Donc si vous voulez, on s'est retrouvé moins au pied du mur que peut-être d'autres. Voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu, je sais pas, un peu choquantes dans cette période, je trouve. Oui, et puis on a eu les infos au compte-gouttes, c'est-à-dire que les notes, on les a mises à jour tous les jours et souvent le lendemain, on se contredisait avec ce qu'on croyait la veille. Donc c'était compliqué pour tout le monde d'être carré. Je veux dire, c'était même pas possible en fait. Donc et je pense que ça va continuer encore quelques temps.
Je crois que le DG d'Usage voulait réintervenir. Oui, c'était juste pour vous réagir à ce qui avait été dit. Effectivement, on a essayé d'expliquer un petit peu aux agents, voilà, le fait bon, moi, de manière hebdomadaire, j'envoie un mail à tous les agents, voilà, pour donner des nouvelles de la collectivité, voilà, pour essayer de garder le lien. Et dans ce cadre-là, effectivement, on avait expliqué donc que tout le monde serait placé en ASA, que, alors, du fait de l'ASA, effectivement, cela génère une réduction du nombre de jours RTT. Bon, nous, on est sur 37h30, voilà, théoriquement la semaine, donc ça génère 15 jours de RTT. Donc je crois qu'avec 8 semaines, on va, de fait, on va passer de 15 à 13 jours de RTT. Mais c'est justement parler des jours de congé ou RTT imposés dans ce cadre-là. Dans la mesure où, effectivement, on a placé tout le monde en ASA, mais on a laissé la possibilité aux agents d'intervenir et que la plupart des agents, sur demande expresse de la collectivité ou même d'eux-mêmes, se sont portés volontaires, voilà, pour continuer, voilà, pour participer à la continuation à la continuité des services. De ce fait, on a fait le choix voilà, de ne pas imposer de jours de congé ou de jours de RTT, de leur laisser donc de leur laisser donc l'intégralité donc de ces congés de ces RTT à part les 2 jours qui automatiquement sont les 2 jours en moins qui sont générés. Voilà, donc essayer, voilà, d'être dans la bienveillance. Garder aussi à l'esprit, mais ça on verra peut-être, on attendra que les textes officiels paraissent et puis que toute cette période un peu particulière se termine. On étudiera aussi la possibilité d'une prime aussi pour les agents qui ont été les plus mobilisés. Voilà. Et c'est vrai que sur l'histoire, voilà, des RTT, ce que je voulais juste préciser, voilà, les RTT, à partir du moment, effectivement, même si on a des agents qui sont intervenus, personne n'est intervenu sur un planning hebdomadaire de 37h30. Donc finalement, ouais, le fait que ça ne génère pas de RTT apparaît logique puisque personne n'est intervenu à temps plein sur son poste de travail au cours de la période. Voilà. Mais on va préparer, je vais préparer un courrier à la signature du maire aussi la semaine prochaine pour réexpliquer un peu la sortie de confinement, réexpliquer un peu tout ce qui s'est passé les dernières semaines, cette histoire de RTT, puis le fait aussi, voilà, que en guise de reconnaissance pour tous ceux qui se sont impliqués au cours de cette période, on ne touchera pas aux jours de congé, voilà, et on n'imposera rien en prise de congé, quoi. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Laurence posait une question en disant est-ce que inclure les gens dans un PCA, c'est une position? Pour moi, c'est pas vraiment. Je me lance pour une réponse là, une tentative de réponse. C'est pas vraiment une position, mais ça suppose une position. C'est-à-dire les gens qui figurent dans un PCA doivent être en activité pour pouvoir assurer la continuité de l'activité, bien entendu. Et à partir du moment où ils sont plus dans le PCA, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes affectés par la maladie, qu'ils sont plus en état de continuer à assurer l'activité. Puisque logiquement, sur un PCA, on a plusieurs niveaux de priorité. On a des gens qui sont en premier rideau, des gens qui sont en deuxième, en troisième rideau. Donc ça suppose qu'ils soient en activité pour pouvoir intervenir. C'est ça ce que je veux dire, hein. Ça suppose qu'ils soient en activité, donc qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient en activité en direct. S'ils figurent au PCA, c'est qu'on compte sur eux pour intervenir et donc qu'ils soient en activité. Ils ne peuvent pas être en autorisation d'absence, en congé, en maladie, etc. Parce que sinon, pour le coup, mettre à jour le PCA. Oui, donc du coup, ça veut dire que les agents qui sont dans un PCA n'ont pas à avoir d'autorisation spéciale d'absence. Pour moi, ça paraît condition sine qua non. Si on les met en autorisation d'absence, par exemple, je sais pas moi, pour la semaine, alors qu'ils sont au PCA, donc censés intervenir en urgence
pour remplacer des collègues sur telle ou telle fonction, ou tout simplement pour assurer la continuité d'une fonction, ça me paraît un peu antinomique. Je ne sais pas ce qu'en pense Cécile, mais effectivement, ça me paraît difficile d'être à la fois, de figurer au PCA et d'être en autorisation spéciale d'absence au même moment. Je découvre qu'en fait, depuis le début, il est en anglais, mon truc, là. Donc, je cherche à mettre en français. J'aurais bien aimé pouvoir faire un partage d'écran. Juste parce que, en fait, non, mais je cherche le français, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas compliqué. Il faut aller sur les 3 petits points en bas à droite, c'est le menu. Ouais, je sais, mais je trouve pas le français là dans la liste, mais c'est pas grave. Bon. C'était que j'aurais voulu faire en fait un partage d'écran sur cette notion là, juste parce qu'on a. Ah voilà, French. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire un partage d'écran parce que je crois que le collègue de Tulle partage son écran. Plus pour moi, mais partage d'écran en bas à gauche. En bas à gauche. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous me dites si ça marche. Ben oui, ça marche très bien. Même moi, j'ai une page de PowerPoint qui s'affiche. En fait, juste pour répondre, le PCA, c'est pas tellement lié aux agents, c'est lié aux missions. Donc, en fait, nous, l'interprétation qu'on a des textes, après, comme on disait, les textes sont fluctuants, ça reste notre interprétation et c'est un guide simplement pour s'y retrouver. Le texte, il dit, avant de parler du PCA, il dit le télétravail est la règle. Donc, du coup, la première entrée pour nous, c'est déjà est-ce qu'il peut télétravailler ou pas. S'il peut télétravailler, on organise son télétravail. Ce que je disais tout à l'heure, monsieur Jean prend note, il fait un peu de DASA garde d'enfants, un peu de présentiel, un peu de distanciel. S'il ne peut pas télétravailler, pour nous, la question suivante, c'est est-ce que sa mission, son activité relève du plan de continuité d'activité? Et si oui, ça veut dire que la position de l'agent, je rejoins ce que disait Thierry, c'est je travaille, c'est une position d'activité. Néanmoins, parmi les agents dont la mission relève du PCA, donc je dis n'importe quoi, ça va être la secrétaire de mairie pour l'enregistrement des décès à l'état civil ou de la compta pour les payes ou des services techniques pour débarrasser les voiries, des choses comme ça. La question, effectivement, une fois qu'on dit oui, cet agent, sa mission relève du PCA, il peut quand même y avoir des cas d'ASA pour des agents qui théoriquement relèveraient du plan de continuité d'activité, parce que vous pouvez avoir un agent que vous identifiez comme remplissant une mission du PCA, sauf qu'il a une pathologie qui l'identifie comme personne à risque. Et là, on bascule sur tous les systèmes que vous connaissez, la DASA, pathologie et tout, soit parce qu'il doit garder ses enfants, et effectivement, dans ce cas-là, il y a aussi des ASA garde d'enfants. Et si, voilà, c'est pour ça, c'est juste pour dire que nous, on nuance un petit peu plus, mais qu'on peut être en ASA alors qu'on était théoriquement sur une mission qui relève du PCA. Et que pour nous, la première question, c'est le télétravail. Alors, la question du coup, oui, je comprends ce que tu veux dire. La question du coup, ça va être, est-ce qu'il est bon de faire figurer au PCA, de manière très concrète, hein, très opérationnelle, bien sûr, derrière les missions, de faire figurer des agents dont on sait qu'ils ont des contraintes, une fragilité, etc. Parce que si ça chauffe vraiment et que l'agent est obligé d'intervenir, il faut qu'il soit disponible, tout bêtement. Ah bah ouais, non, ça veut dire que tu ne le mets pas au PCA si c'est un agent qui est mobilisé par de la garde d'enfants ou qui a une pathologie. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une compatibilité pour moi, hein, qu'il fallait. Et pour le coup, si un agent qui est au PCA devenait malade et donc par définition ne pouvait pas rester en activité, il faudrait le remplacer et actualiser le PCA rapidement. Bon, enfin, ouais. C'est pour ça que nous, on préconise de faire des roulements, justement, et quand on a des effectifs suffisants, d'essayer de le faire. Mais ça ne marche pas quand il y a 5 agents et voilà, c'est pas de réalité, quoi. Bien sûr. Oui, en fait, je crois que la difficulté, elle vient surtout de là, c'est que dans des collectivités comme la mienne, où j'ai 3 agents techniques, tout le monde était dans le PCA, et bien évidemment, je n'ai choisi des agents que ceux qui n'avaient pas d'enfants ou qui n'étaient pas en pathologie. Bien sûr. C'est ça. Donc, on est d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions encore sur, toujours pareil, sur l'expérience qui a été la vôtre de ces semaines difficiles, la façon dont vous avez, de manière très pragmatique, géré la situation? Alors, si c'est pas le cas, mais on a encore quelques minutes, hein, si c'est pas le cas, on m'a signalé dans la boîte à côté de mon écran, donc j'ai des mails qui arrivent à côté, et on me dit que les rendez-vous d'actualité
de la semaine 19 et 20 ont été programmés et qui sont lancés. Donc, je vous les rappelle très, très rapidement. Hein. Donc, demain, on aura prévention des risques psychosociaux. Alors, on accepte aussi que vous vous inscriviez. Alors, je ne peux pas dire jusqu'à la dernière minute, mais enfin, on est quand même facilitant de ce côté-là. On a même inscrit par la bande des gens qui s'étaient pas vraiment inscrits sur IEL, mais qui avaient contacté Eliane Le Narvor. Je ne devrais pas dire ce genre de choses, ils vont m'en vouloir, mais je le dis quand même. Donc, on le fera encore, hein, parce que ce qu'on veut, c'est favoriser. Donc, l'état civil, lundi 4 mai, les positions statutaires et les congés, mardi 5 mai, hein, très importante réunion qui pourra apporter, je crois, pas mal de réponses. Les eaux pluviales, sujet récurrent, ça du reste, le 5 mai aussi. L'hygiène, la propreté, la désinfection des locaux, sur la voie publique également, le 6 mai. La loi Covid et l'ordonnance institutionnelle du 1er avril. Le 6 mai, hein, là, une réunion spéciale DG, DGA, secrétaire de mairie, équipe de direction de 3 heures hein, l'après-midi. Avec un avocat du cabinet itinéraire avocat. Les RPS et le management, jeudi 7 mai. Mardi 12 mai, alors on vous fait grâce du 8 mai et du week-end qui suit, comme du 1er mai du reste. Mardi 12 mai, l'urbanisme en période de crise. Le 13 mai, hygiène et propreté des locaux à nouveau, parce qu'il y a beaucoup de demandes hein, sur des sujets comme cela. Le report des élections municipales le 14 mai. La présence du virus dans les eaux usées le 14 mai, je répète à nouveau les eaux usées, je me suis arrêté au 14 mai et je vais essayer d'intégrer les sujets dont on a parlé au long de cet après-midi, notamment le plan de reprise d'activité. D'ailleurs, j'attends incessamment un coup de fil du centre de gestion de la Creuse, mon petit doigt me dit qu'il va nous appeler et qu'on va confirmer ça très rapidement, quitte à rajouter une session nocturne s'il faut, ou quelque chose de ce goût-là. Hein, vu la demande sur ce sujet. Donc, vous continuez d'accepter nos inscriptions à la Hussarde 2 heures avant les… Oui, mais bien sûr. Les consignes sont passées. Et je sais que les collègues de la délégation qui, en ce moment même, m'espionnent cachés derrière une vignette sans photo, sont de mon avis également. Si vous n'avez pas d'autres remarques, très chers collègues, je vous remercie vraiment. Mais oui, voilà, d'ailleurs, certains viennent de signer leur forfait. Amélie, je vous ai repéré. Chers collègues, je vous remercie beaucoup pour cette première session. Hein, voilà, c'était une première. Elle était forcément moins structurée que ce qui va suivre, puisque ce qui va suivre, ça sera à chaque fois un thème de référence, une intro cadrée par un expert, une discussion qui se déroulera bornée par ce thème, et puis des pistes d'approfondissement. J'insiste là-dessus parce que on essaie dans le même temps de mettre à disposition à distance des formations également, hein, plus longues, plus structurées, etc. Donc qui pourront constituer des prolongements. Donc voilà, et je vous donne rendez-vous lors de ces prochaines séances. On est très heureux si ça peut vous être utile. Déjà en termes de rétablissement des liens, des échanges, des concertations, mais également si ça peut vous apporter des informations et des idées pour gérer cette période difficile. Il me reste une seule chose à faire, c'est vous souhaiter une bonne santé et vous inviter à prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt donc. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir, merci.